Une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. C'est une rencontre cruciale. L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu en Russie aujourd'hui, direction Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et discuter du plan américain pour la paix en Ukraine. Hier, l'armée russe a revendiqué la prise de la ville de Pokrovsk, un endroit stratégique pour les forces ukrainiennes. L'Ukraine, de son côté, a lancé une série d'attaques sur les installations pétrolières russes. Le foot avec le tirage au sort hier soir des 32e de finale de la Coupe de France. Les 18 clubs de Ligue 1 connaissent leurs adversaires. Le PSG va défier le Vendée Fontenay Foot, club de National 3. L'OM, lui, ira à Bourg-en-Bresse. Et puis bientôt un parc Astérix en Allemagne. Les Gaulois envahissent la Germanie avec la transformation du parc Bellantis à l'horizon 2030-2031 selon la Compagnie des Alpes. Une première zone consacrée à Idéfix ouvrira printemps 2026. Voilà pour l'actu, très bonne journée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui, mardi 2 décembre. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour commenter l'actualité. À 11h30 dans l'émission Média, nous recevrons Antoine Decaune avec Gilles Gansman. Pour commenter cette actualité, Éric Revel, bonjour journaliste, Valérie, éditorialiste dans le Grand Matin Sud Radio. Vous avez publié C'est Mozart qu'on assassine, succès de librairie, aux éditions Ellipse. Non, mais ça cartonne. Hein. Oui, Moi, je vous ai vu dans un salon du livre. Vous n'arrêtiez pas de signer. C'est Mozart ça fait plaisir. C'est Mozart qu'on assassine. Vous faites le parallèle entre le génie qui était Mozart et le génie qu'on a voulu auquel on a voulu croire avec Emmanuel Macron, et vous déclinez en combien? Oui, c'est un pamphlet musical. Voilà. C'est 10 décennies de fiasco macronien. Avec dans chaque tête de chapitre un rappel sur l'œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart. Vous voyez, la Don Giovanni, la flûte enchantée, le Requiem, etc. Et donc c'est un livre à mettre sous le sapin, bien évidemment. Avec nous également Mathias Leboeuf. Bonjour, journaliste, philosophe. Votre livre, Petit traité de la lenteur aux éditions Guy Trédaniel. On en manque. On en manque de la lenteur, effectivement. Tout va trop vite, et l'information aussi. On va en parler. Il y a évidemment quelques pages sur la vitesse de l'information, justement. On attend Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Il ne devrait pas tarder à arriver. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, également certainement dans les embouteillages. Tiens, juste, j'ai entendu ce matin qu'il y a une nouvelle directive qui oblige à supprimer les places de stationnement à plus de 5 mètres des passages piétons pour la sécurité des piétons. Et alors, moi, je voudrais déjà qu'on commence par réglementer la vitesse à laquelle vont les voitures, les vélos, qui manquent de vous écraser quand vous circulez dans les villes. Enfin, je ne crois pas qu'une voiture garée proche d'un passage piéton soit un réel danger, mais ça fait partie de ces mesures qui interrogent malgré tout. Qui prend ces mesures? Moi, je me demande toujours dans quel cerveau malade naissent ces mesures, parce qu'effectivement, une voiture à l'arrêt, on a tendance à penser qu'elle est moins dangereuse qu'une voiture. Alors, c'est peut-être la manœuvre que vous faites près d'un passage piéton, mais enfin, vu le nombre de gens qui ne respectent pas les passages piétons... C'est moins de 5 mètres, c'est ça? Oui, moins de 5 mètres. Mais les délits de fuite, il y a des choses... Oui, c'est ça. Puis effectivement, les vélos qui sont... moi, je suis très pro-vélo, mais alors quand je vois comment les gens qui font du vélo vélotent, c'est quand même affligeant, quoi. Alors, il paraît que c'est parce que ça cache la visibilité. Bon, voilà, Mais vous avez raison, on se demande qui prend ce genre de mesures. Je dis ça parce que il y a quelque temps, je discutais avec Jean-Louis Borloo, qui me disait, vous savez pourquoi on continue à avoir l'heure d'été et l'heure d'hiver en France, alors que plein d'autres pays l'ont arrêté en Europe? Mais parce qu'en fait, on ne sait plus qui décide de faire passer à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, en fait. Sur les et je veux bien le croire. Il y a tellement de strates administratives qu'on ne sait plus qui décide de quoi. En fait. Ça fait penser à Astérix, les 12 travaux d'Astérix, le formulaire B216. Voilà. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. 8750Y. Et puis on a parlé aussi, alors j'en profite que vous soyez là, cher Éric, pour parler de cette mesure qui consiste donc à déclarer, à partir donc du 1er janvier, tous les dons qui seront faits
que vous faites à vos enfants, à vos copains, c'est un peu plus rare, enfants, petits-enfants. C'est-à-dire que si vous donnez 100 €, il faudra le remplir, le déclarer à l'administration fiscale. Oui, ça va être fiscalisable. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas d'abus, mais c'est vrai que surtout en période de fin d'année, vous avez souvent des grands-parents. Oui, mais ça c'est autorisé, ça reste le don, le cadeau d'usage dans la mesure de votre. Méfiance quand même sur la hauteur du don qui peut être considéré comme un revenu dissimulé quand même. Et je ne sais pas si vous avez vu parmi les mesures préconisées aussi par la Cour des comptes, il y a l'idée de déplafonner le livret A. Je ne parle pas du taux d'intérêt. On va en parler. On va en parler. C'est notre premier sujet. Incroyable. Il faudra déclarer l'argent de poche que tu donnes à tes enfants aussi bientôt. On vous attend 0826 300 300. On va parler de la labellisation donc des médias. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir hier. Et l'Élysée a donc publié un tweet, enfin je ne sais plus comment on dit, un message sur X, s'en prenant directement à CNews et accuse CNews de désinformation, mais toujours des questions autour de cette labellisation qui c'est pas seulement les médias du groupe Bolloré qui sont contre, c'est aussi Le Point, il y a plusieurs personnalités et médias qui ont réagi. On va en parler dans un instant avec vous. Mais effectivement, livret A, assurance vie, faut-il taxer davantage l'épargne des Français? Le livret A est trop intéressant, c'est ce que dit la Cour des comptes. Alors quand on sait que le plafond il est de 22 950 exactement. Donc mais foutez-nous la paix, quoi. Alors bien sûr, c'est foutez-nous la paix. En plus, c'est une épargne populaire qui sert quand même originellement à financer le logement social, dont le taux d'intérêt qui est calculé sur le taux d'inflation a beaucoup baissé, on est à 1,7% sur le livret A, mais surtout la dernière idée, ce serait de baisser le plafond d'argent que vous pouvez déposer sur votre livret A. Donc on n'a pas d'idée du plafond, mais en fait, peut-être que demain, les Français ne pourront plus épargner sur leur livret A, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, que 15 000 € par exemple, ou 10 000 €. Alors, je comprends l'idée qui est derrière, c'est qu'on a un stock d'épargne en France qui est énorme, l'assurance vie, etc. On estime que tout ça, ça représente 7 000 milliards d'euros. Bon. Mais si vous voulez, en fait, l'épargne populaire qui est sans fiscalité, qui est vraiment typiquement symbolisée par le livret A, peut-être que demain, on ne pourra plus déposer l'argent qu'on dépose aujourd'hui, en tout cas à ce niveau de plafond, pour essayer de rendre l'épargne plus liquide. Mais pardonnez-moi, ce qui fait que les gens épargnent pour ceux qu'ils peuvent, encore une fois, c'est pas un besoin de thésauriser absolument, c'est que comme ils n'ont aucune confiance dans l'avenir, ils font ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Donc en réalité, vous savez comment ça va se traduire si vous déplafonnez le livret A, on va revenir à la bonne vieille méthode de l'argent sous les matelas, parce que les gens ne consommeront pas davantage, puisque l'avenir est incertain, que l'instabilité politique est totale et que personne ne sait où va ce pays. Donc en fait, cette mesure, si elle est appliquée, ça permettra pas de fluidifier l'épargne au profit de l'investissement. Les Français trouveront une autre façon de thésauriser. Moi, je trouve ça. Ce sont des combines d'élites financières, comme il y en a beaucoup à la Cour des comptes, qui connaissent pas la réalité du pays. Alors, on a Olivier en ligne. Bonjour Olivier, vous nous appelez de Bordeaux. Vous avez entendu donc cette information. L'idée est aussi de taxer les plus hauts patrimoines. Mais sur le livret A, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, merci. Bonjour. Oui, taxer les hauts patrimoines, on a vu dernièrement que c'était quand même assez compliqué pour eux de décider de faire ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire les poches aux Français, en fait. Je pense que déjà, les gens qui épargnent, ils épargnent parce qu'ils ont la crainte de l'avenir, qu'ils ont du mal. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter de voler les Français, parce que ça devient du vol, en fait, c'est même plus de l'imposition. Si tout le monde cotisait à égalité, on pourrait entendre, avoir une réflexion, mais si c'était le cas, on n'aurait pas de problème, en fait. Donc moi, je commence à fatiguer d'entendre qu'on va toujours aller chercher l'argent. L'air de rien, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ça commence à faire beaucoup chez tous les Français, alors qu'on voit très bien que dès qu'il s'agit de faire cotiser les grands patrons qui payent moins d'impôts, et quand je dis les grands patrons, je ne parle pas des petits entrepreneurs, je parle vraiment des grands patrons, on a du mal à aller taxer les Google, les McDo, etc. On laisse ces gens-là faire de l'évasion fiscale, et après on vient dire aux gens de baisser le plafond du livret A. C'est vraiment, c'est scandaleux, en fait. C'est juste se foutre de la gueule du monde et penser que les Français sont bêtes et qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand je vois aujourd'hui
J'ai entendu, si on prend l'exemple de Monsieur Larcher, par exemple, qui est à la tête du Sénat, je vais prendre l'exemple des retraites. Ils ont une retraite, les sénateurs, je ne parle même pas des moyens qu'ils ont et des 3 cuisiniers qu'ils ont pour leur cantine. Hein. Je parle juste de la retraite, par exemple, qui est un sujet important. Personne n'est capable de dire ce qui se passe pour la retraite des sénateurs, et on sait que c'est un scandale. Donc ces gens, et c'est les premiers à vous dire, il faut arrêter les régimes spéciaux. Donc moi je supporte plus en fait cette espèce de 2 poids 2 mesures où on va aller taxer la majorité des Français pour éviter de toucher à ceux qui se gavent sur le dos des Français. Parce que cet argent-là, il va encore être utilisé pour ceux qui en ont le plus. C'est du vol. Ça s'appelle comme ça en fait. Ça rejoint le sondage qu'il y a eu la semaine dernière, effectivement, sur le ras-le-bol des Français et des taxations. Bonjour, merci Olivier de votre appel. Bonjour à Mickaël Darmon. Bonjour. Et bonjour également à Jean-Christophe Gallien. Donc cette taxation du livret A, le livret A trop intéressant. Enfin, c'est vrai que quand on entend ça, on se pince pour y croire, hein, Jean-Christophe. Je crois qu'Éric a tout dit. C'est un élément où presque il a fait une synthèse parfaite des motivations, du décalage. Voilà, évidemment, c'est une énorme somme. On parle de, oui, peut-être pas 7 000, mais c'est pas loin, en tout cas, milliards d'euros qui sont là et qui, effectivement, par rapport à d'autres pays, allons de l'autre côté de l'Atlantique, on est dans un rapport inversé, c'est-à-dire que pour le coup, on dépense davantage que ce qu'on thésaurise. Alors, est-ce qu'on a plus confiance? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on a toujours été éduqué de cette manière-là? Je crois qu'il y a un peu tout dans l'affaire. Je pense qu'il y a effectivement une crainte de l'avenir, une incertitude qui est évidemment démultipliée. C'est une logique française de fonctionner comme ça, mais qui est démultipliée par le contexte à la fois national d'abord, puis ensuite international aujourd'hui. Je crois que vous avez très bien dit tout cela. Et maintenant, comment peut-on faire pour rendre cette réserve beaucoup plus liquide et effectivement qu'elle vienne davantage nourrir ou en tout cas énergiser notre économie? Ça, c'est une vraie question. Certainement pas en continuant à faire les poches, ça a été dit par votre auditeur, des Français et de ceux qui... Vous vous rendez compte le livret A, ce que ça représente. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est ailleurs. Donc oui, la Cour des comptes, peut-être, oui, je veux mettre plus d'énergie dans les flux français, l'économie française, mais c'est pas comme ça qu'on va... Et sachant encore une fois que notre fiscalité, c'est quand même, là pour le coup, on n'est pas champion du monde, mais on n'est pas très loin, quoi. Alors, c'est le moment de jouer. Vous le savez, le sapin de Noël de Sud Radio est garni de cadeaux, de très très beaux cadeaux. Et toute la journée, jusqu'au 24 décembre, vous pourrez jouer sur Sud Radio pour tenter de remporter de très beaux cadeaux. Je suis passé prendre ce petit sac pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Et alors, il faut jouer au 0826 300 300. Non, c'est par SMS au 7 20 18. Il faut envoyer sapin par SMS si vous voulez gagner un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, c'est la marque de boîte à bijoux pour chouchouter vos colliers, vos boucles d'oreilles ou vos montres, tout ça évidemment donc pour vos cadeaux de Noël. Sapin au 7 20 18 et le gagnant en fin d'émission. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 0826 300 300, à chaque jour sa taxe, à chaque jour une nouvelle annonce pour venir ponctionner l'épargne des Français. Cette fois-ci, c'est le livret A. La Cour des comptes recommande de baisser son plafond, 22 950 € très exactement aujourd'hui. Et au-delà de ça, la Cour des comptes préconise de taxer l'épargne pour, alors comme vous nous l'avez dit Eric, essayer de faire circuler cette épargne dans l'économie, sauf que les Français, s'ils épargnent, c'est parce qu'ils ont peur de l'avenir. Et voilà, Mickaël. Oui, d'abord, effectivement, la Cour des comptes reste dans une forme de cohérence. Parce que depuis déjà maintenant des mois et peut-être même des années, alerte sur la situation budgétaire française, à la vérité des chiffres et des prix, explique que la France ne peut plus financer aucune politique. Normalement, en fait, quelque part, les ministères qui sont concernés ou voire les instances qui prennent des décisions devraient s'arrêter parce qu'il n'y a plus aucune politique finançable.
vu la situation budgétaire. Donc oui, on est dans une situation, il faut regarder les choses en face et peut-être effectivement amener les Français à leur faire prendre conscience de la gravité de la situation et cette démarche et cette préconisation en est une. Je note également que Pierre Moscovici, qui termine son mandat, puisqu'il part au Luxembourg à la Cour européenne justement des comptes, jalonne maintenant ses interventions, je dirais, avec au fond une forme d'analyse sur la situation du pays. Je dirais pas une forme ni d'héritage ni de testament, mais en tout cas il laisse derrière lui des interventions, des rapports. Celui sur le Louvre était au-delà du Louvre, c'était aussi toute la critique de la gouvernance depuis 10 ans qui montre bien que son inquiétude est au-delà de toute idéologie, est absolument fondée sur la réalité. Oui, enfin je veux bien, mais que n'a-t-il pas arrêté la dérive financière lorsqu'il était ministre des Finances, si vous voulez. J'entends bien. Parce que souvenons-nous que le rabot fiscal, c'était lui. Oui, d'accord. Mais donc il a été celui qui a participé à un gouvernement qui a augmenté les impôts, mais qui à un moment donné a dit trop c'est trop. Ras-le-bol fiscal. Vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Luc également est en ligne avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc, vous avez un livret A ? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est parce que je me méfie des cambriolages. C'est pour ça. On se pose la question que fait la police. Je comprends pas bien l'État. Ah, l'État, d'accord. Que fait la police, Valérie ? Oui, bien sûr. On retrouve en 48 heures les cambrioleurs de François Hollande. C'est vrai, vous avez raison. Mais il est impossible d'arrêter la bande d'aigre-fins qui soumettent les Français à un braco à main armée perpétuel. On attaque le livret A pour 22 000 €, franchement, c'est pitoyable. Ouais, pitoyable. Moi, je dis aux gamins, faites gaffe à vos tirelires. Ça va pas tarder à tomber. Ça devient grotesque si c'était pas civiliste. Et on voit effectivement une classe politique aux abois. Je suis d'accord avec Éric Revel. Les gens font de l'épargne parce qu'ils sont inquiets. Ils n'ont plus confiance en personne. On voit fleurir à foison en publicité de télévision les sociétés qui vendent de l'or. Ouais. Et si vous regardez de temps en temps, il n'y a que ça, quasiment. C'est dire l'inquiétude des Français. Et je pense que si ces gens font de la publicité ad nauseam, c'est parce qu'ils ont de la clientèle qui se détourne des produits d'épargne particuliers. Ouais. Et par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord, on n'arrête pas de dire, et votre dernier interlocuteur, je ne sais pas qui c'est. C'était Michael, oui. Oui, peut-être, oui. Disait qu'il faut que les Français se rendent compte de la situation. Mais, cher monsieur, ça fait des lustres et des lustres que les Français savent extrêmement bien où ils en sont. Quand Elisabeth Borne nous dit on n'avait vraiment pas conscience de l'immensité de la dette et tout, on se fout de nous. Les Français le savent depuis très 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 longtemps et ils n'ont pas besoin d'être dans les instances dirigeantes pour le savoir. Non, mais et ça date effectivement déjà de plusieurs présidents. Ce n'est pas ça, mais c'est vrai que ça a été largement aggravé. Juste quelques chiffres: 58 millions de détenteurs de livret A. 83% des Français, c'est le produit d'épargne le plus populaire du pays. 444 milliards d'euros. Mathias. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça quand même, c'est que si la France reste riche quelque part, c'est qu'elle est riche de son épargne. Et ça, c'est important. Après, moi, je partage ce qu'ont dit mes petits camarades. Je trouve que compagnons. Non, camarades. Vous avez été à Nanterre, non? Oui, j'ai connu les camarades très bien, très près. Plutôt que de faire les poches, effectivement, les politiques devraient s'attacher à résoudre les vraies causes de cette épargne. Pourquoi cet argent ne circule pas dans l'économie? Pourquoi les Français préfèrent le garder métaphoriquement sous le matelas? Effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que ce matelas peut permettre de faire face à ce qui risque d'arriver. Donc, encore une fois, c'est s'attaquer aux effets plutôt qu'aux causes, et c'est renverser le problème et le prendre par le mauvais bout, quoi. Donc,
pareil, je trouve que attaquer les Français sur ce qui leur reste n'est jamais une bonne politique, en fait. Non, c'est... Ouais, je crois là on est face au défi qui est celui malheureusement quelque chose qui arrivera possiblement dans 18 mois, c'est-à-dire que dans une nouvelle gouvernance, quelle qu'elle soit, il faut imaginer qu'il y ait des réponses à ces questions. Pourquoi un tel décalage ? Pourquoi, par exemple, ces 6 000 ou 7 000 milliards ne sont pas, d'ailleurs, les détenteurs de la propre dette française ? C'est-à-dire qu'en réalité, la différence par rapport à d'autres pays, c'est que nous, on a largement vendu notre dette, ou en tout cas à celles et ceux qui pouvaient la prendre, c'est en gros des agents étrangers, puisqu'on est, à la différence de d'autres pays qui sont aussi endettés, avec des dettes parfois presque aussi importantes que nous par rapport au PIB et donc à la richesse produite dans le pays et donc pour chaque habitant. Nous, on est en plus là-dedans. Donc on est dans plusieurs décalages. On est dans l'incapacité, même si Pierre Moscovici, effectivement, il jalonne sa fin de parcours français, en tout cas pour l'instant, pour cette partie-là, de témoignages, oui, d'alerte et ainsi de suite. C'est vrai que c'est un crime collectif. C'est une histoire longue, accélérée par moments, ralentie par d'autres, c'est bien clair. Mais cet ensemble-là, tout le monde l'a bien voulu. Et pas simplement les gens de gauche, comme certains pourraient le dire. Il y a eu... le même crime a été produit par des gens de droite. Bruno Le Maire, jusqu'à avant de rejoindre Emmanuel Macron, il était les Républicains. Et il nous a dit jusqu'à quelques mois... Vous avez vu le chiffre des fonctionnaires sous Emmanuel Macron, 176 000 en plus. Ouais. Non mais... Évidemment, mais vous pouvez. Moi j'ai vu 176 000. On peut détricoter plus loin. Regardez, Sud Radio, ça parle évidemment à Paris, mais à d'autres villes de province. Si vous regardez quel est l'emploi, par exemple, dans une ville comme Montpellier, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Limoges, c'est quoi l'emploi ? Si vous regardez ce que c'est. Alors il faut se risquer, c'est une large partie d'emploi public, l'emploi déconcentré de l'État, l'emploi décentralisé, le grand hôpital, la grande métropole. Vous voyez, on est un pays qui a acheté de l'emploi, on achète à partir de deniers publics, donc une partie de l'imposition, c'est là que commence déjà le crime, la réalité de l'économie de ce pays aujourd'hui. Et en plus, pour le reste, les Français effectivement se disent mais ça marche pas, parce qu'ils sont pas fous, et donc on va le thésauriser quelque part. Entre parenthèses, cet argent il est même plus liquide, mais il va peut-être de le devenir. L'or, vous le disiez, l'argent sous le matelas, oui, si on pouvait, mais les banques empêchent les gens aujourd'hui de sortir leur argent de manière tranquille. On en est rendu là aujourd'hui, donc on est bien dans une crise très concrète. Il faut faire très attention. Et les annonces sur les carburants, les annonces sur l'énergie, les annonces maintenant sur le patrimoine, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui se défend et qui se débat pour essayer de tenir, alors que finalement il fait pas les efforts de se changer. On va devoir attendre 18 mois. Et encore, dans ces 18 mois, vous savez, celles et ceux qui sont en tête aujourd'hui, je suis pas certain qu'ils bougent vraiment les lignes. On va se retrouver dans un petit instant. On va parler donc de ce labellisation des médias. On n'a pas bien compris ce que voulait exactement Emmanuel Macron, comment il allait procéder, qui serait cette entité, qui composerait cette entité chargée de contrôler les médias. Et puis ce tweet de l'Élysée. Enfin, on est quand même dans une période compliquée pour la France. Se dire que la présidence n'a rien d'autre à faire que de faire un tweet ad nominem contre CNews, contre le groupe Bolloré, interroge malgré tout. À tout de suite. Cette année, les plus beaux cadeaux sont au pied du sapin Sud Radio. Envoyez dès maintenant sapin au 72018, sapin au 72018 et jusqu'à Noël, gagnez à tout moment ma fabrique à histoire Luni avec un abonnement Luni Plus pour accéder à un catalogue de plusieurs centaines de contenus personnalisables adoptés par 2 millions d'enfants. Elle leur donne le pouvoir de créer leurs propres histoires audio. Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, pardon, avec Éric Revel, Jean-Christophe Gallien, Mickaël Darmon et Mathias Leboeuf. Donc hier, nous avons commenté cette annonce faite par le président de la République, selon laquelle il disait vouloir proposer un label pour les médias pour lutter contre la désinformation. Hier, on a largement commenté cette info en disant que pardon, il y avait effectivement un besoin certainement de contrôler les ingérences étrangères, néanmoins contrôler les médias, lesquels, comment, avec qui. Hier, Pascal Praud a largement commenté cette information et surprise, l'Élysée a réagi en publiant hier un tweet qui s'intitulait Pravda, qui reprenait les mots de Pascal Praud. Écoutez.
Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs que eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Voilà, donc Pravda, ministère de la Vérité, quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Alors, on peut être d'accord ou pas, trouver excessif ce que dit Pascal Praud ou encore Philippe de Villiers que vous avez entendu. Néanmoins, ce sont des commentaires. Est-ce que l'éditorial est une information? Parce que vous savez, le slogan de Radio France en énorme sur leur... L'info juste. Non, l'information n'est pas une opinion. Ah oui, mais est-ce que l'opinion est une information? On peut aussi se poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michael? D'abord que l'opinion soit une information, ça c'est certain, parce que c'est le sel de la démocratie. Plus il y a d'opinion, plus il y a de débats, et plus une société est vivante. Moi je note que tout ce débat, si on prend un peu de recul, est vraiment le syndrome d'une société malade. À la fois l'intervention du président de la République, à la fois les réponses que ça suscite, à la fois le débat qu'il crée. Franchement, on est vraiment dans un problème, je dirais collectif, en tout cas de ce corps social, cette société qui ne sait plus comment elle fonctionne. Un président qui a démarré, rappelons-nous, a démarré sa présidence il y a maintenant pratiquement 10 ans, 8 ans, en posant aussi le problème de l'information et du fake news. C'est une cohérence à travers tout sa présidence. Il a toujours été extrêmement sensible à cette question-là. Lorsqu'il était ministre de l'information, de l'économie, vous voyez. Joli lapsus. Absolument, lapsus ça va venir. Très intéressant. Non, mais en tout cas, quand il était ministre de l'économie, eh bien, ça m'est venu parce qu'effectivement, c'était un sujet que j'avais abordé avec ses collaborateurs de l'époque. Il le retenait lorsqu'il voulait appeler au plus haut niveau des chaînes de télévision ou des organes de presse parce qu'un papier ne lui plaisait pas. Et sa jeune garde disait aux jeunes presque président Macron, mais ça ne se fait plus. Ouais. Donc on est quand même, moi je maintiens qu'effectivement, et on est au cœur au fond du hiatus et du malentendu. On a cru qu'on avait le premier d'un monde nouveau, on a le dernier d'un monde ancien. Ouais. Voilà, et je pense que tout cela est symptomatique de cette situation-là. 0826 300 300, évidemment, si vous voulez réagir. Hier, un auditeur nous disait cette labellisation, moi je trouve que c'est formidable. Comme ça nous dira les médias qu'on peut ne pas écouter. Sous-entendu, ceux qui auront le label seront adoubés par le pouvoir. C'est pas ça. Mais le truc, c'est qui va faire partie de cette instance, selon quels critères. En fait, c'est simplement installer l'autocensure. Je donnais l'exemple du Covid. Je veux dire, il y avait des médias très sérieux qui désinformaient de façon très claire sur le Covid. Il y a sur la Russie, enfin, il y a plein d'informations qui sont sujettes. Donc vous allez avoir quoi, un feu rouge, un feu orange, en progrès comme les enfants. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Michael concernant Emmanuel Macron. On a cru qu'on avait le premier d'un monde nouveau et effectivement c'est le dernier d'un monde ancien, avec une tentation au retour à l'ORTF finalement et au contrôle de l'information. Non mais là il s'en prend à un média. L'Élysée s'en prend à un média. Je trouve ça fou en plus que l'Élysée, la présidence de la République, attaque ad hominem un média. Il y a une mutation des médias, c'est-à-dire qu'effectivement on voit aujourd'hui les médias d'opinion et CNews, je suis bien placé pour le savoir, et effectivement un média d'opinion avec une opinion. Alors c'est interdit en France, normalement.
C'est interdit en France, mais enfin... Bon, les journaux... mais pas l'ARCOM, le cahier des charges des chaînes de télévision, vous n'avez pas le droit de faire... Il se trouve que moi, j'interviens souvent sur CNews, régulièrement, avec une position qui est celle de, entre guillemets, l'homme de gauche dont je me revendique, qui parfois fait lire de mon voisin de droite, physiquement et intellectuellement. Parfois vous êtes excessif, cher Mathias. Moi je dois dire une chose, c'est que j'interviens quand même assez régulièrement. On m'a jamais sur CNews, on m'a dit tu dois pas dire ça, il faut pas dire ça, ou tu peux pas dire ça. Parce que vous n'êtes pas salarié. Oui, mais enfin, c'est facile de dire à quelqu'un, tu reviens pas. Enfin, non, mais j'ai quand même, sur le plan purement éditorial, j'ai une très grande liberté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je ne crois pas qu'on lutte contre la désinformation, et il peut y en avoir, en contrôlant l'information. C'est une erreur totale. Il y a peut-être des choses à faire pour améliorer. Vous voyez, par exemple, dans les journaux papier, vous avez un droit de réponse. On peut imaginer que les chaînes de télévision aient un devoir de corriger, ou un devoir d'afficher de fact-checking, ou d'afficher les informations. Quand une fausse information est diffusée, peut-être que certaines chaînes devraient être obligées à corriger ça. Mais encore une fois, contrôler l'information, contrôler la parole et s'opposer directement à un média parce qu'il dérange, parce que le fond du problème c'est ça, c'est l'influence de CNews est grandissante. CNews devient la première chaîne d'information en continu et bien évidemment que ça embête le pouvoir en place. Je voulais dire une chose en plus, c'est que on a vu avec le complément d'enquête qui a été réalisé récemment que l'apanage de la désinformation n'est pas uniquement sur CNews, et quand on voit l'espèce de fiasco du dernier numéro de complément d'enquête qui a été invalidé, dont une partie a été invalidée par l'ARCOM, et quand on a pris ensuite, en plus, après que la chaîne savait que les chiffres présentés par RSF étaient pas bons, enfin que le protocole était mauvais, et qu'elle a continué à vouloir publier les chiffres, c'est quand même inquiétant, quoi. 0826 300 300 si vous voulez réagir, Éric Revel, puis on aura Cédric. Il y a deux façons de contrôler les médias. Je vais donner quelques conseils au président de la République. Il y a des professionnels journalistes, mais alors de grâce, pas RSF, puisque eux, ils ont été pris les doigts dans la confiture de donner des chiffres qui étaient pas bons. Bon, qui est dirigé par Pierre Aski. Pierre Aski est un homme de gauche, est un journaliste de gauche qui se revendique, qui a fait toute sa carrière. Mais c'est un journaliste honnête, enfin pour le connaître un peu. J'ai pas parlé de thé. Non, mais vous pouvez avoir un biais. On a tous des biais. Oui, il a d'opinion, ce qui est libre. Donc, si vous donnez à des professionnels qui s'appellent RSF le choix de décerner des labels, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt maladroit ou casse-figure. Puis il y a une autre manière. Il n'en a pas été question pour. Si, on a avancé l'idée qu'RSF pourrait jouer ce rôle-là. C'est ce qu'a dit le président. Le président dans l'extrait dit je pense qu'il rétropédale un peu vu la levée de bouclier des médias. Il y a une autre façon de contrôler les médias, c'est une censure étatique. Et on a déjà connu ça. Ça s'appelait le régime de Pétain, qui avait mis en place l'Office français d'information, qui diffusait des notes déontologiques aux rédactions, rédigées dans une langue pseudo-professionnelle, etc. Non mais je dis, voilà. Et puis, il faut faire attention à une chose, mon cher Mathias, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, c'est que ce qui peut déplaire à une époque sur le contenu d'un média ne peut parfois pas déplaire à une autre époque. Par exemple, la une de l'Humanité du 28 juin 1914. Jean Jaurès, j'aurais dû vous faire le contraire, j'aurais dû dire qui a dit ça. Il n'y a pas plus grave problème que celui de la manœuvre étrangère. Jean Jaurès. En une de... Oui. 1980. Donc si vous voulez, attention, parce que quand on met le doigt dans cet engrenage-là, qu'on dit... Non, moi je suis un libertaire de gauche, ce que je veux dire, c'est que la question du contenu et l'époque où vous assénez ce contenu est déterminante aussi. Alors en fait, il a mis les doigts dans un engrenage fouet. Mais c'est pareil, c'est confondre la cause et les faits. C'est pas CNews qui fait l'opinion, c'est pas CNews
CNews qui fait qu'il y a cette évolution qui est CNews. Bien sûr, c'est ça. Évidemment. C'est ça qui gêne. CNews est un thermomètre. Et c'est ça qui le gêne. Et on veut casser le thermomètre pour avoir la température. On n'aime pas le messager. On n'est pas le message, on tue le messager. C'est un grand classique. Mais je ne sais pas si c'est CNews qui est visé. Il faudrait que le président précise. Là, hier, dans le tweet, très clairement. Franchement, mais est-ce que préciser, ce serait bien. On passera à autre chose. Parce que je pense que sa précision ne fera qu'obscurcir encore le problème. Mais le débat qu'il a lancé est délétère. Pour prolonger ce que vient de dire Eric, et c'est très, très juste, d'abord, effectivement, il y a des époques où les propos auraient un autre éclairage. Dans le cadre d'un conglomérat, je reprends l'analyse entendue ce matin par notre confrère Étienne Gernel, dans le cadre d'un conglomérat tel qu'évoqué, qu'aurait eu le rôle, ou aurait-il été validé le papier de Zola, J'accuse? Il aurait été dégagé. Et ben voilà. Donc on voit bien que c'est effectivement le cas grec. Mais la deuxième chose, la troisième manière de contrôler, je termine rapidement, la troisième manière de contrôler, pour prolonger ce qu'a dit Eric, c'est aussi de faire de l'autocensure et d'irriguer les rédactions avec des journalistes qui sont de la même couleur que le pouvoir. Souvenez-vous, 1980, tous les journalistes de gauche arrivent dans les rédactions. Et là, le pouvoir ne se plaint pas du traitement. Là, on parle de fake news. On va y revenir. On aura Cédric en ligne. Merci Cédric de votre patience, parce que le débat est très animé sur le plateau. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, et nous commentons donc... alors effectivement, ce qu'on se disait avec Jean-Christophe Gallien, c'est pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Donc ce label, il verra jamais le jour, si on est honnête. Ça nous occupe, ça fait débat. Surtout espérer qu'il ne voit jamais le jour. De quel sujet on parle pas? On ne parle pas du budget, on ne parle pas des violences, de certaines violences, on ne parle pas de certain nombre de choses, de dysfonctionnement dans les hôpitaux. De tout ça. Alors attendez, je voudrais qu'on prenne Cédric parce qu'il attend depuis un petit moment. Bonjour Cédric. Bonjour l'expert, bonjour à tout le monde. C'est vrai que je me suis dit, je vais pas passer finalement. Si, je suis désolé. C'est vrai qu'on est un peu pris. Non. Pas papoter, ça papote. Mais je peux l'entendre parce que c'est quand même très grave ce qui se passe. Oui. En disant que simplement, c'est vrai que quand on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Mais il y a un cahier des charges pour l'Arcom, il ferait bien de s'occuper de France Télévisions, l'Arcom au lieu de s'occuper de CNews déjà, et ils auraient déjà pas mal de boulot. Et je trouve inconsidéré d'avoir eu ne serait-ce que cette idée en tête. C'est quand même qu'on a un président, on savait qu'il était, je sais pas de mots, mais il est tordu. Et c'est un gars qui est tordu dans sa tête. Je ne sais pas si vous avez lu le livre sur sa vie, mais toute sa vie, cet homme a été tordu. Et on a mis un tordu au gouvernement. Vous allez un peu loin. Il peut porter plainte contre moi, il n'y a pas de souci. Il peut y aller, il n'y a aucun problème. Non, je dois mesurer vos propos, mais tordu, pourquoi? Enfin là, et donc ce label, revenons au label, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut qu'il y ait effectivement un label pour éviter une dérive de certains médias? Alors je pense qu'il parle aussi des nouveaux médias sur Internet. Non, mais j'entendais ce matin quelqu'un qui disait qu'en fait le label c'est pour les poulets. Et effectivement, un label c'est pour les poulets. Il faut arrêter les bêtises. Aujourd'hui, on en est rendu parce que ça ne plaît pas, parce qu'on dit des vérités qui sont. Et c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais on est content d'avoir des médias tels que Sud Radio, tels que CNews qui disent la vérité. C'est tout. Parler vrai, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, on est obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Alors on les cache et en attendant on va avoir l'électricité qui va doubler là, donc au lieu de payer 150 € tous les 2 mois, on va en payer 300 et nous on va être à la rue, et au lieu de nous défendre à nous, il essaie de défendre sa petite personne parce qu'en fait on lui claque les oreilles à coups de pincement d'oreille. À un moment donné, il faut qu'il arrête. Je crois qu'il faut qu'il arrête. Donc vous êtes contre ce label, Cédric, j'ai bien entendu. C'est une idée qui est lancé comme ça, on ne connaît pas les contours, on ne sait pas à qui ça s'applique, qui va s'en occuper. Il a rassemblé il n'y a pas très longtemps 200 personnes qui s'occupaient des réseaux sociaux et autres. Il a pas reçu certains qui étaient extrêmement importants. Bref. Non, je crois qu'il y a évidemment un fond qui est très inquiétant, oui, effectivement. Labelliser des médias, c'est inquiétant. Donc l'idée même qui est proposée est inquiétante. Il faut
discuter, peut-être s'y opposer, ça c'est très clair. Après derrière, la démarche politique est assez évidente. Enfin, je veux dire, il y a une caisse de résonance, il y a des chambres d'écho qui sont mises. Enfin, aujourd'hui, c'est un mode narratif en politique qui est très intéressant quand on veut éviter de parler d'autres sujets. Et en l'occurrence, il a un allié objectif, c'est-à-dire un groupe média qui lui fabrique aussi dans l'économie de l'attention une partie de son audience et de son économie sur un contexte de rivalité narrative avec le président de la République et son environnement. Donc je veux dire, c'est un duel qui aujourd'hui empêche quasiment effectivement qu'il y ait une information sur des sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, une fiscalité en augmentation, le débat à l'Assemblée nationale, des enjeux qui touchent de plus près la vie des Français. Malgré tout, ça s'arrêtera dans 15 jours, 3 semaines, on n'en parlera plus. Oui. Mais soyons vigilants, parce que Mickaël l'évoquait tout à l'heure, c'est une vieille ligne de fond chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est quelque chose quand même qui l'intéresse, qui le bouge, et il a dérivé de ce qu'il voulait, c'est-à-dire en gros labelliser des sites d'information ou des faux médias, des vrais médias qui seraient manipulés depuis l'étranger, créés pour des circonstances particulières. Oui. C'est vrai qu'on en crée un peu partout dans le monde, et c'est vrai qu'on l'utilise pour des campagnes électorales notamment. Maintenant, en France, c'est encore... sinon limité en tout cas. Pour le coup, je pense pas. Je pense qu'il y a une vraie ingérence, en l'occurrence sur l'affaire Brigitte Macron, où il y a eu une vraie ingérence de la Russie. Il y a dans les médias français, que ce soit en termes de professionnels ou dans la vie politique française, des gens qui sont des agents. Très clairement, d'opinion. On voit sur ce qui s'est passé sur BFM, on l'a rappelé. Franchement, quand bien même il y aurait, et très certainement cela s'avère, des interventions étrangères sur tel ou tel sujet, ça n'est pas ce qui explique pourquoi le RN a progressé régulièrement, massivement, à chaque scrutin électoral depuis 2017, alors que le mandat et la présidence d'Emmanuel Macron a commencé par la promesse qu'il a faite au Louvre en disant « Je promets que vous n'aurez plus à voter pour l'extrême droite ». Ouais. Donc je pense que ce qui doit certainement motiver cette colère, parce qu'on sait qu'il marche par pulsion, parfois aux grandes dames de son entourage, cette colère qui manifeste aujourd'hui, je pense qu'elle est liée aussi au fait que vous avez des sondages à répétition qui montrent aujourd'hui, en termes de sondage, à l'instant T, une fois de plus, ça n'est pas l'élection, ça n'est pas la campagne, mais aujourd'hui, qui montrent à quel point le RN est en pole position et donc aux antipodes de ce qu'il avait dit, aux antipodes de ce qu'il affirmait et de son credo. N'oublions pas que le 9 juin 2024, une demi-heure avant qu'il ne prononce la dissolution, le chiffre que l'on commentait beaucoup au soir des européennes, c'était que 93% des communes avaient mis le RN en tête ce soir-là. Et une demi-heure plus tard, dissolution. Donc de ce point de vue-là, c'est la réalité française. Et ça, il a beaucoup de mal à l'envisager. Souhait de pronostic à l'élection présidentielle, sondage IFOP pour le Figaro et Sud Radio. Jordan Bardella arrive en tête. La question pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu'elle se porte candidate? Jordan Bardella est en tête avec plus 1 point, suivi par Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, etc. Mais il est très loin en tête. On passe de 40 pour le premier. En souhait de candidature, pas en souhait de victoire. En souhait de candidature. Ouais, mais ça veut dire quelque chose. Eric, vous vouliez... les sondages se succèdent et se ressemblent sur ce que disait, beaucoup. Mais pardon, je pense que Emmanuel Macron, il est en colère. Il pique des grosses colères contre son propre bilan. T'as raison de rappeler, 8 députés au début de son premier mandat RN, 89 3 ans plus tard, 143 aujourd'hui. Donc il devait être le rempart absolu contre les RN. Il a échoué. Puis je peux pas m'empêcher de rappeler aussi une petite chose. C'était une interview avec Jean-Jacques Bourdin, je m'en souviens. Il l'interroge, il est candidat, il lui dit: vous allez faire des économies? Oui. 60 milliards. Alors Bourdin le relance. Mais sur votre quinquennat? Non, par an. Je vais faire 60 milliards d'euros d'économies par an. Donc ça devait faire 300 milliards au bout d'un quinquennat. Au lieu de ça, on a 1000 milliards d'euros de dette de plus. Bruno Le Maire a raté. Non mais c'est pas ça. Là, on pourrait dire beaucoup de choses sur les prévisionnistes. Oui, ça fait 3 ans qu'ils se gourrent sur les rentrées de TVA à Bercy. Attendez, un coup il manque 40 milliards dans la caisse, et maintenant il en manque 10. Bon, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tout son bilan, tout ce qu'il avait vendu entre guillemets, son livre s'appelait Révolution, c'était le Nouveau Monde, c'était la Start-up Nation, c'était le en même temps qui allait résoudre tous les problèmes politiques français. En fait, c'est un champ de ruines. La Révolution, c'est un retour au point de départ. Hein. Bon, voilà. Bon, donc je pense que oui, il doit avoir des accès de colère parce que c'est une façon de s'engueuler lui-même.
Comme dirait quelqu'un, c'est Mozart qu'on assassine. C'est Mozart qu'on assassine. Aux éditions Ellipse, très bon. Tout ça, on va citer votre livre, Michael, Les derniers jours d'Isaac Rabin, aux éditions Passé Composé, voilà. Mais tout ça pour dire que ce label ne verra pas le jour. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ne verra pas le jour. C'est paradoxal parce qu'en fait, ça alimente la polémique qu'il dénonce, c'est-à-dire les informations qui échappent une autre. Et cette démarche-là confirme ce qu'il dénonce. Oui, totalement. Je vous propose on va prendre notre gagnant pour notre jeu. Donc notre gagnant s'appelle Olivier. C'est Olivier qui vit à Albi. Alors je pense qu'il a joué pour faire un cadeau à un proche. Zut, j'ai pris la petite boîte de la France dans tous ses états. Très beau cadeau à suivre. Vous allez gagner un bon d'achat, Olivier, de 200 € chez Maison Scarlett, sur le site de Maison Scarlett. C'est une marque de boîte à bijoux pour ranger vos colliers et autres petits cadeaux que vous recevrez certainement à Noël. Bravo à vous, Olivier. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez jouer toute la journée. Dans toutes les émissions, il y a des cadeaux, très très beaux cadeaux à gagner, des séjours, des enceintes connectées. Bref, on restez à l'écoute de Sud Radio pour jouer. Et on se retrouve, nous, dans un instant. On va parler d'autres sujets. On va parler des fauteuils pour les handicapés. On va parler du sida avec des informations qui sont assez inquiétantes sur nos jeunes. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec, pour commenter cette actualité, Éric Revel, journaliste, éditorialiste dans le Grand Matin Sud Radio. Votre livre, C'est Mozart qu'on assassine, est paru aux éditions Ellipse. Je rappelle que c'est un conte musical qui assassine le président de la République. Oui, c'est un pamphlet musical, voilà, sur 10 années de fiasco, en gros, parce qu'on commande depuis tout à l'heure. Oui, c'est un magnifique. Qui est Salieri ? Ah voilà, très bonne question, parce que chaque tête de chapitre, c'est une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, en fait, qui correspond au fiasco que je décline. La symphonie numéro 40, le Don Giovanni. Trop de notes. La flûte enchantée, la Clémence de Titus, vous savez, cet empereur. Voilà. Et j'ai même écrit un livret d'opéra où Macron, le tout en rime, est le héros de ce livret d'opéra. Vous allez faire fuir les lecteurs, et le livre n'est pas un livret d'opéra. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est cette démarche, et ça m'interpelle, parce que dans un des précédents livres que j'ai écrit aussi et publié sur Emmanuel Macron, j'ai travaillé sur la comparaison entre Mozart, l'art baroque et Macron, et les masques. On ne me ferait pas de procès parce que je ne vous ai pas copié. Jamais de la vie, au contraire. C'est un hommage. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir... Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Je rappelle votre tout dernier livre, Les derniers jours d'Isaac Rabin, qui est paru au passé, composé une autre densité, mais ça montre aussi, ça met en perspective l'actualité actuelle. Vous replacez dans le contexte cette mort d'Isaac Rabin. Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, petit traité de la lenteur aux éditions Guy Trédaniel, et Jean-Christophe Gallien, on attend votre livre, politologue et conseiller en communication. Vous me permettrez un coup de cœur, un cocorico, un immense cocorico pour le champion du monde du pâté en croûte, Thibaut Gonzalez, 42 ans, artisan charcutier à l'Espace Gourmand à Thuir, une petite ville de 8000 habitants au sud de Perpignan. Ce sont nos auditeurs qui se réjouissent, et son pâté en croûte s'intitulait Façon Vanier. C'était de la poitrine de porc basque, de magret, de foie gras de canard, des Landes et de riz de veau. Et ce sont de véritables œuvres d'art. Et donc on a avec ce pâté en croûte et cette finale l'année dernière, c'était un japonais. Donc la coupe est revenue à la maison. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mathias, je vais commencer avec vous parce que je crois qu'on a entendu le même reportage hier à l'occasion évidemment du lancement du SIDAction, avec des témoignages de jeunes qui m'ont glacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sida ne fait plus peur. Ils ne savent pas, ces jeunes, aujourd'hui, ce qu'est le sida. Non seulement il fait plus peur, mais il augmente énormément, et effectivement, surtout sur la tranche 15-24 ans, puisque une enquête montre que le sida et la contamination au VIH a progressé de 41%, le chiffre est énorme, sur la période 2013-2024. C'est un chiffre de Santé publique France, et c'est vraiment quelque chose de générationnel, puisque c'est 41% sur la tranche, plus 41% sur la tranche 15-24 ans, est à mettre en regard
des moins 15% qu'on constate chez les 25-49 ans. Alors effectivement, il faut chercher à comprendre les causes. Le sida ne fait plus peur, et il ne fait plus peur, ça se traduit immédiatement par une baisse de l'usage des préservatifs. Alors pourquoi il ne fait plus peur ? Tout simplement parce que déjà maintenant il y a des thérapies qui permettent de continuer à vivre et à vivre longuement. Alors il faut rappeler que oui, effectivement, on en meurt moins et qu'on peut vivre avec le sida, mais que ces thérapies sont très très lourdes et qu'elles sont quand même à portée très incapacitantes, quoi. C'est pas une pilule de Doliprane. Et puis on constate aussi que en termes d'information, de prévention et d'éducation, il y a eu un effondrement de ce côté-là. Rendez-vous compte, 42% des jeunes, donc de 15 à 24 ans, pensent qu'on peut attraper le sida par un baiser. Sur le siège des toilettes. Le siège des toilettes. 31% pensent qu'on peut attraper le sida en buvant un verre de quelqu'un qui est séropositif. Donc on en est revenu finalement aux années 80. C'est-à-dire aux peurs premières, quand on découvrait la maladie. On découvrait la maladie, on ne savait pas de quoi il s'agissait. On parlait à ce moment-là du cancer des homosexuels et on en est quasiment là. Et puis il y a une autre raison qui a attiré mon attention et qui inquiète justement l'association SIDAction, c'est que cette absence de peur est aussi propagée par des croyances erronées et notamment par la montée du discours masculiniste qui véhicule un certain nombre de choses. Alors notamment 40% des jeunes pensent que prendre des risques est un signe de masculinité, particulièrement chez les jeunes hommes. Prendre des risques, c'est-à-dire finalement faire l'amour sans préservatif, c'est un signe de masculinité. 31% des jeunes se sentent plus puissants sans préservatif. Et 16% pensent que le préservatif est un signe de faiblesse. Et là, ces marqueurs sont véhiculés par tout un tas de discours qu'on a qualifiés comme étant le discours masculiniste, qui est véhiculé par des influenceurs. Alors il faut le dire, souvent d'extrême droite sur les réseaux sociaux, et l'association SIDAction déplore en fait ce discours. Et là on en revient d'ailleurs à cette histoire d'information, de fake news, de contre-vérité, d'opinion. Et il faut rappeler qu'une opinion n'est pas forcément une vérité et qu'elle peut mettre la vie des gens en danger. Ouais, et on rappelle à ces jeunes qui ne doivent pas nous écouter par principe parce qu'ils sont à l'école ou à la fac, mais qu'il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles qui sont le retour de la syphilis, de maladies extrêmement invalidantes pour les femmes et les hommes, les chlamydia et autres, et que dans tous les discours que j'ai entendus hier, au-delà du sida, il n'y a aucune prise de conscience. Le seul truc, c'est je veux pas tomber enceinte chez les jeunes femmes que j'ai entendues. C'est ça, on a un peu l'impression aujourd'hui que le sida c'est une maladie de boomer, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la maladie ou de boomer ou de post-boomer, et ça nous ramène dans les années 80, 83, 84 où on effectivement, et pas de campagne, plus aucune campagne d'information. Plus rien, mais même dans les médias. Je me souviens que Christophe de Chavannes avait fait toute une campagne sur le préservatif, je sais plus, à l'époque c'était un franc ou un truc comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout, quoi. Et on rappelle ce chiffre, la séropositivité détectée chez les 15-24 ans a augmenté de 41% en 10 ans. Donc c'est un chiffre important. Donc parlez à vos enfants, vos petits-enfants et faites passer l'information de la contamination au-delà du sida, même des maladies sexuellement transmissibles. Michael, c'est un coup de cœur ? Oui, alors on vient d'étrier pour le moins de façon assez forte Emmanuel Macron. On va quand même dire que la décision, en tout cas la promesse tenue d'avoir fait passer le remboursement intégral des fauteuils roulants, des remplacements de fauteuils roulants ou d'achat de fauteuils roulants pour personnes handicapées est à saluer. Parce qu'effectivement, ça a été peut-être la seule promesse du second mandat qui a été tenue, même s'il a fallu quand même, on le note, 2 ans
pour aboutir. Donc là, voilà, une mesure qui, au fond, était assez simple à faire passer en termes de politique publique. Ça met 2 ans à pouvoir devenir officiel et concret et matériel pour les gens. Et je trouve que, voilà, c'est une manière quand même encore de... Parce que ça a été aussi notre cohérence de son mandat, il faut le dire. Le travail sur... améliorer le sort des personnes souffrant de handicap, de façon à les remettre dans la société de plus en plus, parce que ça permet de travailler sur cette démarche inclusive qui avait été en son temps brocardée par Éric Zemmour, mais qui quand même reste la marque quand même d'une société qui veut accueillir et faire évoluer quand même en son sein. Donc là, de ce point de vue-là, je donne le point. Vous me permettrez d'être un tout petit peu rabat-joie parce que ce ne sont pas... Non, mais il y a un abus de langage qui dit tous les fauteuils roulants seront remboursés. Le fauteuil roulant de base, c'est-à-dire... J'ai entendu des gammes de prix assez chères quand même. Pour des fauteuils en position verticale qui vont jusqu'à 20 000 francs, 20 000 euros, pardon. Oui. C'est pas la base, c'est vraiment une chose assez chère. Donc j'ai lu une mauvaise information, donc bravo. Après, il va falloir adapter les gares, les tribunaux. Et quand il y aura le label, on verra comment. On verra. Voilà, je serai puni. J'aurai un feu rouge. J'aurai un feu rouge. Éric, on va parler avec vous. C'est de la surpopulation carcérale. Ben oui, il faut en parler. Alors on n'est pas en prison par hasard, évidemment. C'est pas le propos, mais je regardais les chiffres. Alors je vais pas rentrer dans le détail des maisons d'arrêt et des prisons, mais en gros on a une densité carcérale de 136%. Ça veut dire qu'on a 36% des détenus qui dorment par terre. Je crois que c'est 1800 détenus qui dorment par terre. On est quasiment les plus mauvais élèves en Europe, puisque je regardais, on est en 3e position derrière la Slovénie et Chypre. Bon, excusez du peu. Donc ça veut dire quand même que c'est une étude publiée par le Conseil de l'Europe. Bon, voilà. Donc c'est quand même un vrai problème. Encore une fois, on n'est pas en prison par hasard, mais il y a quand même un souci. Un pays comme le nôtre ne devrait pas laisser ces détenus dans cet état-là. Puis, mais il y a encore combien de fois on a dit on va construire des prisons? Alors Nicolas justement, Sarkozy, je voulais terminer sur une note un peu moins positive pour Macron. Vous voyez, pour le président de la République, il avait promis 15 000 places. 15 000 places. On est à un peu en dessous de 5 000 qui ont été livrées, donc il en manque 10 000. Il avait même dit, parmi les petites phrases, il avait dit que 80% des détenus seraient en cellule individuelle. Bon, écoutez, voilà, tout ça est un fiasco de plus, faut le dire. Ouais. Alors après, je mesure la difficulté qu'il y a d'implanter une prison. Parce qu'on est, globalement, on est pour que cette situation change, mais quand vous êtes maire d'un village et que vous allez voir vos administrés et que vous leur dites, au fait, je vais faire voter au conseil municipal la construction d'une prison, en général, vous êtes, si c'est près d'une élection, vous n'êtes pas réélu. Bien sûr. Oui, puis je crois qu'il y a ce que vous dites aussi, qui est intéressant sur l'idée que c'est, plus on s'élève dans la hiérarchie criminelle, plus évidemment on est isolé, plus on est isolé les uns des autres. Là, pour le coup, ça pose une question, notamment dans les primo-accédants à la peine de prison, qui se retrouvent largement en collectif. Et donc, lorsqu'on veut couper les flux de conversations positives, je dis pas de violence et de choses comme ça peut arriver aussi malheureusement, mais de pression, d'acclimatation, on rentre dans un autre univers et là on y pénètre vraiment de manière très concrète puisqu'on passe des jours et des nuits collectivement avec des gens qui ne sont pas forcément des exemples à suivre. Et je pense que c'est un vrai sujet sur les jeunes qui débutent leur parcours. Alors ils ont souvent déjà un état de service important, mais lorsqu'ils arrivent en prison, pour le coup, ça confirme définitivement leur ancrage dans ce monde-là. Vous pourrez réagir, Mathias, tout de suite après la pause. On va parler effectivement de cette surpopulation carcérale et de Monseigneur Aveline, donc qui est le chef de file de l'Église de France, qui s'insurge contre l'impasse du tout carcéral dans la Croix ce matin. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue et nous parlons de surpopulation carcérale. Donc, je vous disais, Monseigneur Aveline qui parle d'une impasse pour le tout carcéral, que ça va à l'encontre de la sécurité de nos concitoyens. Et on rappelle ce chiffre, 136% de densité carcérale. Vous voulez réagir, Mathias? Oui, je voulais réagir à ce qu'a dit Éric.
Et ça, déjà, effectivement, la France est souvent condamnée pour ça par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça montre une chose, ça tord le cou à une idée, qui est l'idée qu'on entend, la petite musique qu'on entend régulièrement, de dire ils sont en prison, c'est un hôtel 4 étoiles, ils sont logés, nourris, blanchis, ils ont la télé, ils ont des ateliers. Voilà. Vivre en prison en France, c'est loin d'être un plaisir. Alors je dis pas que ça doit être un plaisir, mais notamment ce chiffre montre que effectivement, quand vous êtes dans 10 mètres carrés à 5 ou 6, voilà quoi, on est loin de l'hôtel 4 étoiles. Oui, non, mais c'est sûr, et cette réalité carcérale, elle est là. En même temps, il faut bien mettre en prison aussi quand il y a des délinquants, et quand on en arrête certains et qu'on voit qu'ils ont eu une vingtaine de condamnations et qu'ils ont effectué très peu de peines de prison, on peut aussi s'interroger. Ouais, mais je crois que ça, c'est encore une fois toute la dérive collective. C'est comme si vous regardez pas ce qu'on vous dit, vous lisez pas ce qu'on vous rapproche, vous regardez pas la réalité de ce qui se passe, ou vous l'acceptez, vous le voulez. Il y a 5, 6, 7 personnes dans 10 mètres carrés, c'est que c'est pas d'aujourd'hui encore une fois, c'est qu'on le veut bien. Absolument. C'est pas qu'un problème de décision publique, c'est aussi une volonté politique, de vision politique, de choix, de détermination, de définition. La manière de rémunérer les gardiens de prison, la manière de les sécuriser, l'ensemble du système qui tourne autour de la sécurité en France, voilà. Après, on découvre ça, on regrette, on dit que c'est pas la solution. 15 000 places en 2017, c'était la promesse. Voilà, tout est dit, c'est-à-dire que on va faire des super prisons. Là aujourd'hui, très bien, c'est formidable. Il y a des réactions. Gérald Darmanin s'en va là-dessus, mais il n'y a pas de cohérence, quoi. C'est-à-dire que la difficulté de la gouvernance d'un pays, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, sur la durée, au-delà des alternances, et ces derniers temps, il n'y a pas tant d'alternance que ça, il y a juste des incapacités de trouver une majorité. Eh bien, mais si on remonte plus loin, on parlait de Nicolas Sarkozy hors antenne, on peut parler de Jacques Chirac, tout ça remonte quand même très loin. Très loin. Le politique, c'est aussi l'administration et la haute administration. Dieu sait qu'on a beaucoup de hauts fonctionnaires dans ce pays. Oui. C'est aussi d'imaginer ce qui va se passer. Pas seulement dans 30 ans, c'était le plan. Avant, vous rappelez-vous, il y avait un ministère du plan, et puis il y a eu François Bayrou qui s'est occupé de planification ces derniers temps. Mais c'est au moins il y a 10 ans, à 15 ans, se dire qu'est-ce qui va se passer, comment on s'adapte à ça. Et aujourd'hui, c'est la petite semaine. Oui, vous avez la polémique sur la labellisation des médias. Ça durera 15 jours, et puis on aura 15 jours autre chose derrière. Ça n'est plus tout à fait possible, ça. Michael Feu Maître Lévy, ténor du barreau, disait lorsque vous voulez regarder une société, regardez ses prisons. L'état de ses prisons. Donc voilà, effectivement, je prolonge ce qui a été dit à l'instant, et je suis assez d'accord. Tout ça raconte aussi une gouvernance française, une tradition de gouvernance française qui consiste à ne pas vraiment, ou en tout cas très rarement, prendre les sujets à bras-le-corps, ou en tout cas avoir une vision et les regarder en face, parce que il y a les circonstances électorales, parce qu'effectivement bâtir une prison, c'est prendre le risque de mécontenter les habitants. Tout le monde veut des prisons, mais jamais chez soi. Bon, tout ça on connaît. De ce point de vue-là, ça montre bien qu'il sera nécessaire, et je ne sais pas par quel moyen, par un traumatisme, par une lucidité, par un accès de raison, il faudra quand même remettre à plat tout un mode de fonctionnement dans tous les sujets. Que l'on parle de la santé mentale, que l'on parle de la gestion de l'eau, que l'on parle de la gestion des prisons, on voit bien qu'on est arrivé au bout d'un système. Mais justement, ça demande une vision politique, ça demande un peu de planification, du courage, de la vision, et un peu de planification, parce qu'il faut prévoir aujourd'hui ce qui va se passer dans 5-10 ans, et on a aucun des trois. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on navigue à vue en permanence. Alors on construit une prison dans un champ parce que voilà, on pourra dire on a construit, mais on se demande même plus à quoi sert la prison. C'est-à-dire que si vous mettez des gens en prison et qu'ils ressortent pire au bout de 5 ans, la société n'a rien à y gagner. Donc on n'a pas de vision politique, on navigue à vue, pas de réflexion, pas de planification. Vous évoquiez Jean-Christophe François Bayrou au plan, franchement. Oui. On se demande ce qu'il a fait pendant tant d'années, quoi. Et là, lui aussi se demande ce qu'il a fait. Et là, qui est-ce qui est au plan C'est l'ancien ministre.
Oui. Voilà, Clément Beaune. Vous voyez où on en est? C'était alors que Clément Beaune, le plan qui a été mis en place par De Gaulle était un outil de développement et de prospective magnifique, quoi. C'est-à-dire que notamment tout le réseau ferroviaire a été déployé à travers le plan, quoi. Donc c'est un outil formidable qui a été cassé par l'impéritie des politiques. Un coup de gueule ou un coup de cafard pour vous, Jean-Christophe. C'est plus léger, mais enfin ça dit aussi un petit peu de notre gouvernance et de notre société. On apprenait ce matin que, vous savez, alors j'y étais pas l'année dernière, je peux pas témoigner physiquement, que le concert du Nouvel An qui existe depuis 2 ans sur les Champs-Élysées, qui avait rassemblé l'année dernière effectivement plus d'1 million de personnes, qui était un moment plutôt des jeunes d'ailleurs, parce qu'effectivement c'était un style musical qui était proche des goûts effectivement, mais qui a laissé, semble-t-il, un souvenir terrible aux forces de l'ordre, mais il est vrai aussi aux forces politiques de Paris, puisqu'ils avaient très peur d'avoir des drames et des morts à cette occasion, avec des familles qui étaient coincées, puisque ça mélange un peu tout. Il y a un feu d'artifice, donc c'est une fête classique, non pas historique, puisqu'elle a toujours lieu, mais pas de manière concert. Et cette année, elle est annulée. On l'a appris ça ce matin, que le concert qui sera diffusé sur avait été enregistré déjà avec des figurants, qu'on aura quelque chose qui sera beaucoup plus contrôlé. Et donc, ce que ça dit pour moi, c'est là aussi, c'est l'idée que capacité alors on va nous dire oui, c'est pas fait pour, que les Champs-Élysées sont pas faits pour ça, que c'est pas une arène à spectacle, et ainsi de suite. Si, c'est devenu une arène de spectacle, puisqu'on fait de la projection, que tous les grands événements aujourd'hui, Coupe du Monde, victoire en Champions League et je ne sais quoi encore, se finissent là-bas. Et donc ça veut dire quand même que alors oui, est-ce que ça veut dire qu'on est incapable, nous, en tant que société, de vivre un événement de ce type de manière sinon sécurisée, en tout cas collective, cordiale, je ne sais quoi, mesurée? Est-ce que nous ne savons plus prendre le risque aussi de ces événements-là, parce qu'on ne sait pas bien On a quand même organisé les Jeux Olympiques. Et donc j'ai une petite pensée pour Anne Hidalgo qui finit son. Ça a été enregistré avec des figurants. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme label à France Télévisions qui ment à ses téléspectateurs, puisque ça a été enregistré au mois de novembre, place de la Concorde, avec des figurants. Voilà. C'est du fake. C'est du fake news. C'est une fête en playback. Et le feu d'artifice est maintenu. Donc vous aurez 1 million de personnes sur les champs. Exactement. De toute façon. C'est ce que je comprends pas. C'est là où je veux dire, il y aura des DJ, il y aura du full mapping, c'est-à-dire des projections qui raconteront justement l'héritage des Jeux Olympiques sur l'Arc de Triomphe. Et il y aura une musique qui sera d'ailleurs une seule musique exclusivement féminine d'ailleurs ce soir-là, cette fois-ci. C'est un choix qui a été fait par des DJ, ainsi de suite. Donc on est dans un contexte qui est un peu hybride, vous voyez. On veut pas le concert, mais en même temps on fait quand même une fête. En même temps on va regretter, on avait peur d'avoir 1 million de personnes, mais en même temps on en aura quand même beaucoup, parce que comme vous le dites, il y aura peut-être que des familles, mais il n'y aura pas que des familles. S'il y a des DJ, des gens qui font la fête, qui viennent danser, on le sait très bien. Donc oui, tout ça est assez étrange. C'est la fête hologramme. Voilà. Ça se termine, c'est intéressant, mais ça me renvoie juste, parce que ça permettra de conclure aussi peut-être le débat sur la labellisation des fake news. Ça me fait penser aussi à quelque chose. La première image du président Macron, à peine élu, a été en fait une image, avant le Louvre, a été une image fausse. Parce qu'en réalité, les médias ont suivi une voiture dans laquelle il n'y avait pas le président de la République. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, son grand désir était de leurrer les journalistes et de faire en sorte que les journalistes ne le voient plus. Or, dans la voiture suivie par tout le monde, il n'y avait plus. Donc la première image est une fake. Ça rappelle cette phrase terrible de Churchill sur Attlee qui arrive au 10 Downing Street parce qu'il est Premier ministre, et Churchill dit Attlee arrive au 10 Downing Street, on ouvre la porte et personne n'en descend. Mais cette phrase terrible d'un commissaire de police qui dit l'an dernier on a eu plus de frayeur en 2 heures de réveillon sur les champs qu'en 3 semaines de Jeux Olympiques. Donc ça veut dire qu'on accepte ça veut dire qu'on accepte que des entreprises quittent certains sites au nord de Paris parce qu'il n'y a pas de protection pour les salariés. La même chose à Marseille. Mais ça veut dire surtout une chose, qu'on est quasiment plus capable d'avoir un événement dans l'espace public qui ne donne pas à l'occasion à des racailles de déclencher des heurts. C'est ça. Donc quand vous entendez tous ces gouvernements
gouvernants qui vous expliquent sur quelques sujets que ce soit, la République ne reculera pas. Ben si, madame, elle ne fait que reculer. D'ailleurs, elle recule. Ouais. C'est fini pour aujourd'hui, pour les débats. Dans un instant, c'est Antoine Decaune qui sera avec nous. Et merci à tous les quatre et merci à Valérie. nos auditeurs qui ont participé à ces débats. Merci, messieurs. Cette année, la radio officielle du Père Noël, c'est Sud Radio. Envoyez dès maintenant Sapin au 7 20 18. Sapin au 7 20 18 et jusqu'à Noël, écoutez Sud Radio toute la